vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Les vraies voix qui entreprennent, c'est comme le mercredi, c'est comme ça. Voilà. Allez, c'est parti, cher Frédéric. Allez, la fin des soldes. On reçoit Francis Palambi, président Bonjour. de la Confédération des commerçants de France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Philippe Coy, président national de la Confédération nationale des buralistes. Bonsoir. Philippe Coy. Nous vous reprenons ensuite. Et puis on a aussi une auditrice, Guylaine Dutarn, qui est commerçante dans l'alimentation depuis 17 ans. C'est parti pour le sujet. Selon l'Alliance du commerce, les violences survenues depuis, vous savez, la mort de Naël ont mis un coup d'arrêt brutal à l'activité des soldes dans les magasins. Certains commerçants ont subi des pertes de chiffre d'affaires conséquentes. L'équipement de la personne allant jusqu'à moins 36%, rendez-vous compte, comme à Strasbourg, ou moins 24% à Marseille. La date de fin des soldes, du coup, qui était fixée au mardi 25 juillet, est repoussée par le gouvernement jusqu'au mardi 1er août, en soutien aux commerçants impactés par la dégradation. Faisons le point, justement, Judith Belair. Oui. Alors, on va commencer par vous, Francis Paul Palambi. On le Bonjour. sait. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, on le sait. Donc, une semaine de plus de date jusqu'au 1er août pour les soldes. Est-ce que c'est efficace selon vous ? Écoutez, j'ai fait un sondage pas plus tard que ce début de semaine. Oui. Il s'avère que la prolongation des soldes a été bien vécue par nos commerçants. Ah, c'est une bonne Ça nouvelle. a apporté quelque chose quand même, ça a permis de continuer à vendre à des conditions attractives, c'est le but des soldes, Bien sûr. même si malheureusement elles arrivent après bien d'autres promotions, mais c'est pas le sujet de ce soir. Sinon, le résultat des courses pour les soldes jusqu'à présent, il est mitigé. Il y a des secteurs qui ont été touchés plus que d'autres. Ça va de, si je fais une fourchette élargie, ça pourrait aller de plus 15 à moins 15. Ça paraît surprenant, mais c'est comme ça. C'est des remontées du terrain qui me sont parvenues et que je vous évoque ce soir sur Sud Radio. Et c'est bien identifié en fait par thématique de vente et non pas par région, par exemple. C'est-à-dire que le comportement de priorisation de certains achats, il est unanime dans toute la France. Oui, bien évidemment. C'est comme ça que ça se passe. J'ai reçu un document très explicite de ma fédération, la FNH, la Fédération de l'habillement, et ils ont décortiqué. C'est un très très bon document et je les en remercie. Ils ont décortiqué les ventes qui ont été prioritaires, moins prioritaires, et effectivement il y a des variantes, des variations qui sont quand même significatives. Alors on file au standard 0826 300 300 avec notre auditrice Guylaine qui nous appelle du Tarn. Bonsoir Guylaine. Bonsoir. Bonsoir Guylaine. Alors Bonsoir. vous soldez parfois, vous êtes commerçante d'alimentation, vous soldez parfois sur les fruits et légumes, pas de grosses soldes, mais bon quand même vous en faites de temps en temps. Est-ce que ça vous aide ? Oui. Allez-y. Ça aide surtout pour les personnes un petit peu défavorisées, je dirais, qui n'ont pas les moyens de payer le prix fort, quoi, je dirais. Donc, du coup, le fait d'avoir des produits un petit peu moins chers, de faire des soldes, ça permet des gens d'acheter bien moins cher, quoi, je dirais, et de se faire plaisir aussi, et d'avoir un bon produit de qualité, quoi. Mais cela, Guylaine, est-ce que vous avez besoin de la période des soldes pour le faire, ou vous ne faites pas Non, tout au long de non, l'année je le fais tout le long de l'année, Voilà. suivant les périodes. Alors l'été, par exemple, sur des fruits, les soldes, il y en aura un petit peu plus, puisque le fruit ne se conserve pas autant que les fruits frais, la pêche, nectarines, abricots, voilà. Les tomates aussi, c'est des choses des denrées périssables rapides, quoi. Donc du coup, c'est bien de faire un prix dessus quand elles commencent un petit peu à s'abîmer, et donc ça permet aux gens ou de faire des confitures ou de les manger quand on les mange directement frais sur le moment. Elles sont très très bonnes, quoi. Francis Palambi. Oui, chère madame, d'abord je vous remercie de vos propos. J'abonde dans votre sens. Moi, je pense qu'on est en train de réfléchir. Il y a le Conseil national du commerce qui s'est créé, impulsé par madame la ministre Olivia Grégoire, et nous avons mis cette thématique des soldes, parce que
les soldes telles qu'elles se font aujourd'hui, alors que la distribution a évolué, il y a le e-commerce qui est très présent. Est-ce qu'il faut forcément attendre la période des soldes que nous souhaiterions plus tardive en tant que les indépendants? Mais finalement, on se pose la question, et ce qu'a dit madame, si on pouvait redonner aux commerçants le libre arbitre pour déclencher des soldes, plutôt que des soldes décidés par ordonnance par l'État, qu'est-ce que l'État a à faire dans la date des soldes? Voilà. Bien sûr. Madame, je vous remercie de vos propos. Philippe Coy, vous êtes président national de la Confédération nationale des buralistes. Vous êtes là. Bonjour Philippe. Oui, bien sûr. Avec attention vos propos. La voix de Philippe, qu'on connaît bien sur Sud Radio. Alors justement, Philippe, chez les buralistes, est-ce qu'il y a des promotions exclusives, des avantages spéciaux? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place justement pour créer des soldes ou créer de l'engouement autour de certains produits? Alors, malheureusement, bien évidemment, autour des sujets du tabac, la promotion est complètement interdite, sauf à considérer peut-être que vous vendez d'autres choses. qu'il y a des soldes permanents avec le marché parallèle, puisque c'est un marché moins cher que le marché légal. Donc peut-être que c'est des soldes en permanence. En tous les cas, chez les buralistes, il n'y a pas de promotion. Il y a des promotions sur des produits marchands que nous avons en magasin, parce que, comme tout commerçant, nous sommes en charge d'animer nos magasins, de faire vivre les gammes que nous avons à travers des produits régionaux, de la maroquinerie, du cadeau, du souvenir. Donc oui, nous sommes, nous aussi, dans une démarche commerciale proactive et que nous avons, bien évidemment, initiée depuis des années. Mais Philippe, alors justement, votre positionnement est très intéressant parce que c'est comme si on avait l'impression que les gens étaient censés aller consommer quand il y a des soldes. Est-ce que, par voie de conséquence, vous voyez plus les gens en période de solde ou pas, même si vous n'en faites pas ? Alors, on voit des gens toute l'année dans le réseau des buralistes, 10 millions de consommateurs. Mais je reviendrai sur votre sujet parce que, bien évidemment, la consommation aujourd'hui est en contraction. Je crois que ça a été dit dans la thématique des soldes, mais ce que j'ai également comme remontée sur le littoral, les saisonniers, aujourd'hui, la saison démarre très mal et je crois que nous sommes dans une répercussion de ce que nous connaissons avec l'inflation, une baisse de la consommation et donc une baisse de fréquentation des points de vente de façon générale. Les soldes ne sont éventuellement qu'une conséquence de la baisse de la consommation ou de la modération des achats. Alors oui, il y a forcément une contraction sur notre réseau et sur l'ensemble de la chaîne du commerce. Bien sûr, Francis Philippe, Palombi. tu as raison. Alors Francis Palombi, justement, je rebondis un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce qu'il faudrait repenser complètement la configuration des soldes actuels telle qu'elle existe? Moi, très franchement, je le propose. Nous allons le proposer à nos mandants, à nos adhérents. Ils sont partagés. Il y a une partie des adhérents qui sont favorables, comme la dame tout à l'heure, ou comme vient de le dire Philippe, pour démarrer des actions. Il faut que les soldes, à mon avis, redeviennent des promotions ponctuelles dont le commerçant se sert avec l'attractivité du mot solde. Le mot solde, il est attractif. Bien sûr, il est rentré dans la culture. Mais pourquoi attendre le 10, le 25, le 30, enfin peu importe. Pourquoi est-ce que c'est l'État qui décide en fait, c'est l'État qui décide et puis surtout il faut donner aux commerçants la liberté de faire son commerce, du commerce par rapport à son stock, par rapport à sa cible de vente, par rapport aux produits qu'il vend. Alors je pense qu'on va rebattre les cartes et je pense qu'avec le CNC on va reparler de la méthode des soldes. Francis Palombi. Me permettre un commentaire, même si les soldes ne nous touchent pas directement, mais plus largement dans le spectre du commerce. Aujourd'hui, je pense, et M. Palombi peut être d'accord avec moi, et ça sera un débat du CNC, bien évidemment, est-ce que ça a encore une logique aujourd'hui dans la consommation actuelle d'avoir une date figée? Si on est juste respectueux de ce que l'on observe tous les jours. Il y a des promotions, il y a les Black Friday, M. Palombi se bat régulièrement contre les Black Friday. Aujourd'hui, est-ce qu'un consommateur connaît la réalité d'un prix de produit? Si vous êtes sur Internet, sur le digital, il y a tout le temps des promotions, dans les magasins de chaîne également. Alors, est-ce que pour le consommateur, c'est un élément déclencheur supplémentaire d'être dans une période de solde, alors que du 1er janvier au 31 décembre, nous sommes assaillis de promotions et on a dérégulé le marché. Francis Palombi. Et sans compter, cher Philippe, je sais que tu iras dans mon sens, les grands pure players, plus que ça,
que Choisir les a attaqués récemment, officiellement. Les pure players jouent avec les promotions d'une manière insensée. Moi, je suis allé les clients. Chez un vendeur d'habits pour faire un cadeau, et en fait, lors des soldes, il était plus cher que lorsque je l'avais vu avant. À qui ça profite concrètement, les soldes? Ça profite à la grande distribution? Ça profite aux petits commerçants? Qui en profite le plus? Ça profite surtout à l'heure d'aujourd'hui. Je ne veux pas stigmatiser, parce que l'évolution du commerce des consommateurs, il faut la respecter. Les plateformes e-commerce, elles sont là, elles existent. Seulement, elles ont des pratiques commerciales qui sont une concurrence, qui deviennent une concurrence déloyale. C'est pour cette raison qu'au Conseil national du commerce, nous allons aller dans le sens d'encadrer ces gens-là pour que la distribution, et puis les soldes finalement, comme l'a dit Philippe, elles arrivent après la bataille. Il y a eu toute l'année les ventes privées, il y a eu... Oui. Alors que si on pouvait utiliser le mot solde à certains moments, quand ce sera nécessaire, ça ferait plaisir aux clients de la part des commerçants. Allez, merci Francis Palombi, Philippe Coy. Vous restez avec nous, on continue cet excellent débat dans pas longtemps, et puis on va parler justement du fonctionnement des assurances sur les commerçants. Allez, on continue, à tout de suite. Restez avec nous, chers auditeurs. Le mercredi, ce sont les vraies voix qui entreprennent, et on parle des commerçants aujourd'hui, et justement on a tous vécu des émeutes, donc on va se demander comment fonctionnent les assurances. Aïe, 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 il y en a eu de la casse, et en tant qu'événement de perturbation civile et souvent violente, c'est vrai, les commerçants, d'une manière générale, ont subi des dommages matériels considérables, et face à ces situations complexes, les assurances jouent ce rôle crucial pour protéger les individus et les entreprises contre les pertes financières liées à ces dégâts. Mais ces assurances, et c'est la question, ont-elles vraiment bien fonctionné, et comment surtout? Et nous sommes toujours avec Francis Palombi et Philippe Coy pour répondre à cette question. On a aussi un auditeur, Chris de Strasbourg, au 0800 26 300 300. Bonsoir Chris. Bonsoir. Alors Chris, on va commencer par votre témoignage, puisque vous êtes fils de buraliste à Strasbourg. Dans le quartier de la Ménonce, à côté du stade de foot, voilà. Ça, le Racing. Et alors vous avez subi des dégradations pendant les émeutes, portes défoncées, vitres cassées, cigarettes volées, dégradation des biens, etc. Alors vous avez quasiment la protection totale, mais donc financièrement vous allez pouvoir vous en sortir, mais c'est compliqué parce qu'il y a des fraudes à l'assurance, et du coup les assureurs sont extrêmement pointilleux. C'est ça que vous racontez. C'est ça, oui. Je pense que voilà, il y a une part de vérité dans ce qui a été déclaré. Maintenant, il y a toujours des gens qui s'amusent un petit peu à essayer de frauder l'assurance. Donc forcément, ils sont vachement vigilants. Ce qui fait que les délais peuvent être longs puisqu'il y a beaucoup de vérifications qui sont faites, etc. Donc ça peut allonger les délais, effectivement. Alors justement, sur ces assurances, Philippe Coy, il y a eu beaucoup de buralistes qui ont eu pas mal de stocks volés par les émeutiers. Est-ce qu'il y a des causes spécifiques qui sont liées à ces dommages-là, à ces actes d'émeute et de vandalisme? Et est-ce qu'elles ont fonctionné, ces clauses, justement? Alors merci pour cette question, mais d'abord permettez-moi d'avoir une pensée émue pour tous ces commerçants qui ont été victimes de ces émeutes pendant plusieurs nuits, et tout particulièrement le réseau des buralistes, et le collègue vient d'en témoigner. Oui. C'est 545 buralistes qui ont été sinistrés pendant ces longues nuits d'émeutes, et bien évidemment l'inquiétude a gagné tout le réseau de voir cette violence déferler contre notre réseau avec la dégradation, le vol de nos produits. Bien évidemment, tout cela a donné beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes, et le préjudice économique, certes, est très important, mais le préjudice moral, il est tout autant, et il sera plus long à réparer. Alors, nous avons la chance, dans la Confédération des buralistes, d'avoir notre propre mutuelle, qui est la MUDETAF, qui assure 51% du réseau, et qui a été mobilisée avec l'ensemble de nos conseillers dès les premières heures, pour accompagner au mieux. Et ce soir, je peux vous dire que 98% des expertises ont été réalisées. Plus de 6 millions d'euros ont déjà été décaissés pour donner des acomptes, bien évidemment, à tous ces collègues qui ont été victimes. Et le plus dur, c'est pas forcément de décaisser pour nous, c'est surtout de trouver les artisans pour réparer et de trouver les matériaux pour retrouver une activité au plus vite. Chris de Strasbourg, donc fils de buraliste, on va dire qu'il y a cette période terrible pour vous, les émeutes, mais c'est comme si cette période se poursuivait parce que c'est devenu malheureusement une grave habitude. Les buralistes sont attaqués pour ce fameux trafic, notamment de cigarettes. Oui, tout à fait. Comme le disait très bien donc la personne qui intervenait, c'est plus moral finalement que matériel. C'est vrai que c'est dur de voir des choses comme ça arriver
au matériel de ses parents. Et puis forcément, pour mon père, encore plus dur parce que c'est sa boutique. Donc forcément, le dommage moral est encore plus fort que le dommage matériel finalement. Et c'est fréquent de plus en plus concernant Philippe Coy, vous pouvez nous le confirmer. Aujourd'hui, vous faites partie des commerçants les plus visés par les attaques, par les dégradations. Alors, je ne sais pas si on va aller dans le psychodrame du plus visé, mais en tous les cas, on est visé parce que d'abord, on est très représentatif des centres-villes. C'est un réseau très dense, 23 300 établissements, notamment dans tous les centres-villes, dans tous les quartiers, que ce soit les quartiers prioritaires de la ville, que ce soit dans les centres urbains. Alors, évidemment, là où il y a des incidents, il y a forcément pas loin un buraliste, et je peux ne pas le cacher, bien évidemment, la valeur du produit du tabac, qui est facilement commercialisable, attire ces voyous. Francis Palombi, je rappelle que vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. Justement, les procédures, déjà, est-ce que vos commerçants ont été impactés par les émeutes et est-ce que l'assurance fonctionne et quelles sont les procédures? Enfin voilà, c'est une question globale. Bien évidemment, j'ai des commerçants qui ont été fortement impactés par les émeutes, notamment ma fédération d'Île-de-France des buralistes. Je pense que je peux compatir avec ce que vient de dire Philippe. J'ai été alerté, les buralistes ont été fortement impactés. Ce que nous n'avons pas exprimé pour l'instant, c'est que quand même, il y a eu dès le début des émeutes, il y a eu une forme de prise de conscience de l'État. Je pense que, pour ne pas la citer, Olivia Grégoire, notre nouvelle ministre, a pris des mesures avec Bruno Le Maire très fortes. Très fortes, parce qu'ils ont convié les banquiers, ils ont convié les assureurs, et il y a des mutuelles comme la Massif qui ont fait des choses très positives, notamment la perte d'exploitation, parce qu'il faut en parler. Il y a le dégât matériel et il y a la perte d'exploitation à la suite de ce dégât matériel. Donc on peut dire que quand même, avec une incitation forte, il y a eu des réunions avec les assureurs à Bercy permanentes pour les insuffler, les orienter vers un soutien toujours plus fort, toujours plus massif. Donc vous êtes en train de nous dire que vous louez finalement le soutien apporté par l'État. Par l'État, mais aussi par les assurances et aussi par les organismes. Et même les banquiers, même la BPI, ils ont incité à des mesures, la Banque de France, etc. Je crois qu'il y a eu un consensus général pour aider. Et dernièrement, la ministre du Commerce, Olivia Grégoire, vient de prononcer, avec les régions d'ailleurs, qui compatissent, qui aident également beaucoup, des conseillers régionaux qui sont présents avec des numéros uniques pour être contactés en permanence dans toute la France. Donc il y a une prime qui est affectée à certains commerçants, directement aux commerçants, de 6 000 €. Il faut quand même le dire, parce qu'il y a des commerçants qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu, quoi. Qui ont tout perdu, et il faut même qu'ils surviennent à leurs besoins personnels. Et là, cette nouvelle aide de l'État sur les 6 000 € confortée, appuyée par les régions, donc la région Île-de-France, mais pas que. La région Île-de-France de Valérie Pécresse s'est manifestée, mais il y a d'autres régions également. Donc il y a eu, c'est douloureux, il y a des pertes, il y a des dégâts matériels, il y a des dégâts financiers, mais il y a eu un consensus solidaire de tous les acteurs, y compris l'État, les assureurs, les banquiers. Donc, c'est heureux. Est-ce que ça a été le même consensus, Philippe Coy? Je rappelle que vous êtes président national de la Confédération nationale des buralistes. Est-ce que ça a été le même consensus pour les buralistes, justement? Du sujet que Francis Palombi, je salue bien évidemment la réactivité de l'État, puisque le 3 juillet, c'est un samedi à 15h, Olivia Grégoire et Bruno Le Maire ont réuni les acteurs principaux du commerce, de la banque et de la finance pour faire un point, un état des lieux. Alors vous savez, dans ces réunions, il y a toujours des belles intentions et c'est peut-être là où on peut se perdre. Moi, je suis un homme du terrain. J'ai mon bon sens paysan qui me rappelle la réalité. Alors oui, il y a beaucoup d'intentions. Je le rappelais hier encore à Bruno Le Maire, je serai vigilant
sur l'évolution, les engagements, même s'il y a une personne qui a été nommée pour coordonner l'ensemble des dossiers d'assurance sous l'égide du ministère. Nous attendons de mesurer l'impact, l'engagement de chacun dans le soutien que doit avoir chaque buraliste, mais chaque commerçant, du moins chaque sinistré. Donc c'est à la fin du bal que l'on comptera l'efficacité des uns et des autres. Oui, Olivier Grégoire et Bruno Le Maire ont annoncé ce début de semaine la mise en place d'un fonds solidaire par le CPSTI, c'est-à-dire l'assurance des travailleurs indépendants pouvant aller jusqu'à 6 000 €. Il y a des régions qui ont de suite mobilisé des fonds de soutien, notamment la région PACA avec Renaud Muselier, avec qui j'étais en déplacement sur la région de Marseille, qui a été largement impactée, avec un décaissement pouvant aller jusqu'à 10 000 € sur des procédures simples, parce que là aussi, entre les intentions, les incantations, la médiatisation, il faut de pragmatisme. Et quand vous êtes sinistré, vous êtes complètement perdu. Vous ne savez plus à qui vous adresser et quoi faire comme procédure. Donc, il a été pour nous nécessaire de veiller à ce que ces procédures soient le plus simples, le plus opérationnelles et mobilisables facilement pour chacun de nos sinistrés. Merci. Alors oui, il y a un soutien de l'État, mais je suis résistant quand même à dire les banques et les assurances sont parfaites. On verra à la fin de la sinistralité. Merci Philippe Coy, merci Francis Palombi. Vous restez avec nous, on continue tout de suite. Restez avec nous, chers auditeurs. Sud Radio, parlons vrai. Frédéric Brindel, Judith Belair. Et c'est le retour des vraies voix qui entreprennent, comme tous les mercredis. On va parler, on parle commerce. Nos commerçants sont là. Voilà. Bah oui. Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, et Philippe Coy, qui est président national de la Confédération nationale des buralistes. Alors on continue le sujet sur justement les chaînes d'approvisionnement qui incluent évidemment les cigarettes et la contrebande. Bien sûr. Bon, vous savez, dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement jouent un rôle essentiel dans la façon dont les biens et les services parviennent des producteurs aux consommateurs en traversant de vastes réseaux économiques. Ce système complexe implique un balai minutieux d'acteurs, de processus et de technologies collaborant de manière coordonnée pour répondre à la demande croissante de notre société mondialisée. Et évidemment, il n'est pas forcément à la portée des plus petits. Eh bien tiens, Francis Palombi, on va commencer par ça. Est-ce que les chaînes d'approvisionnement des grosses enseignes, elles impactent les petits commerçants et les empêchent de faire du business tranquille là? On va se parler sincèrement. Ça représente bien proche du micro. Ça représente une concurrence, mais ce dont on se rend compte quand même, et c'est rassurant pour le monde que je porte des indépendants, c'est que vous le constatez aujourd'hui, il y a malheureusement, je m'en félicite pas parce que pour le commerce en général c'est pas bon, mais on constate que les enseignes qui quelquefois ont des pratiques commerciales un peu offensives, eh bien, ce sont celles qui ont été le plus rapidement touchées par hélas, des fermetures de magasins, des pertes d'emplois. Donc, le commerce indépendant a des méthodes rationnelles, des méthodes normales. Un commerçant indépendant, si je veux donner un détail rapidement, a un coefficient multiplicateur pour revendre ses produits de 2,5, 3. Les grandes chaînes qui achètent à l'étranger très loin, eh bien ça peut être de 5 à 15. Ah oui, donc c'est des économies d'échelle en fait aussi. Voilà, des économies d'échelle. Alors ce que je suggère sur votre antenne aujourd'hui, c'est qu'il pourrait se faire que l'État, avec les banquiers, avec les fournisseurs, crée un système, comme je l'ai connu dans le groupement que j'ai dirigé il y a quelques années à Le Mans, c'est qu'il y ait un étalement des paiements momentanément avec un concours des fournisseurs et des banques. Par exemple, le groupement que je représentais à Le Mans, filiale France de chausseurs indépendants, ils avaient le système de 120 jours sans frais, 3% paiement comptant, et ça donnait de l'oxygène. Ouais, un second souffle. Je l'ai proposé à certains moments au gouvernement pendant le Covid, malheureusement, et je pense que ce serait également un soutien plus directement, plus fortement orienté vers les indépendants. Donc ça, c'est une stratégie pour ne pas succomber justement à ces grandes enseignes qui font de l'économie d'échelle, qui peuvent négocier des prix d'achat plus avantageux. C'est une concurrence accrue qui n'est pas simple quand même. Donc ça, c'est une première solution que vous nous donnez là. Et il faut que les structures aillent plus loin. Ouais, d'accord. Voilà, parce que je vous ai expliqué le contexte, mais je suis quand même rassuré par le côté rationnel, le côté de faire du commerce par les vrais, du commerce normal, avec des coefficients normaux, avec des promotions ponctuelles. Enfin, les indépendants, j'en suis convaincu, ils vont résister.
il y aura un peu de casse, bien évidemment. Ouais. Ceux qui étaient déjà mal avec ces événements le seront encore plus. Mais globalement... Ceux qui ont du talent y arriveront. Ils y arriveront, et je pense qu'avec l'Europe, avec l'État qui peut se pencher sur les problèmes, on va peut-être inverser la vapeur et revenir vers un commerce plus vertueux, un commerce plus normal, qui sera tout autant au bénéfice des commerçants que des consommateurs. Bon, on va parler des cigarettes de contrebande, hein, parce que là, bon, on l'abordait déjà un petit peu tout à l'heure. Chaîne d'approvisionnement. Ouais. Alors, tenez-vous bien, 34 millions 978 000. Je suis votre Henri Krasuki, c'est ça, vous m'aidez. 300... Non, 34... Chacun son tour, cher Frédéric. 34 978 000 cigarettes, près de 35 tonnes de différentes marques saisies au mois de mai dernier, pendant le mois de mai dernier. Pour une valeur illicite, attention, sur le marché du tabac de 17,4 millions d'euros. Philippe Coy, comment vous faites pour gérer ça ? D'abord, c'est un cri d'alerte que nous lançons depuis plusieurs années. Ça fait plus de 20 ans que nous dénonçons l'arrivée du marché parallèle sur le territoire français, qui est la conséquence d'une pression fiscale opérée depuis 2003. Nous étions d'abord sur un marché transfrontalier, je le dis en tant que buraliste à Pau, où j'ai souvent vu mes clients non pas arrêter de fumer, mais partir acheter de l'autre côté de la frontière. Et ce mal s'est généralisé à tout le pays. À tel point qu'aujourd'hui, ce mal est organisé, ce mal est mafieux, parce que l'année dernière, 5 usines clandestines ont été démantelées en France. Oui. Cela veut dire qu'il y a une organisation derrière la distribution de tabac de contrefaçon. Alors je redonne quelques chiffres justement pour illustrer. De façon illégale. Ce que vous dites, sur l'année dernière, 649 tonnes de tabac et de cigarettes sont tombées dans les mains des douanes. C'est un bond de 61% quand même, ce qui est absolument énorme. Et grosso modo, il y a 40% de la consommation de cigarettes en France qui est issue du marché de contrebande. Mais sur ce que dit Philippe Coy, c'est quand même... J'ai bien entendu, Philippe, vous parlez d'usines. Mais comment on peut construire des usines illégales finalement ? Eh bien, écoutez, il paraît que c'est relativement simple. Je ne vais pas donner quand même l'outil parfait à l'antenne. Mais je note que vous savez faire quand même. Bien évidemment, il y a un déport parce qu'il y avait beaucoup de fabrication illicite dans les pays de l'Est. Et pour le conflit européen que chacun connaît avec la guerre en Ukraine, ces gens se sont déportés sur notre territoire. Ils sont assez malins parce que vous parlez de chaînes logistiques. Mais en définitive, ces organisations mafieuses se sont rapprochées tout simplement de leur distribution. C'est des chaînes qui ont été installées en couronne parisienne, en ce début d'année à Rouen. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la contrebande de tabac, la façon, et d'ailleurs l'administration des douanes, qui est notre administration de tutelle, est complètement mobilisée. Vous disiez plus 62% l'année dernière, mais si vous regardez l'année d'avant, on était déjà à plus 40%. Je pense que malheureusement cette année, on finira à 800 tonnes. Il y a une opération d'envergure qui a été menée par la douane conjointement avec le ministère de l'Intérieur du 31 mai au 6 juin. Plus de 7000 contrôles ont été opérés et dans une seule semaine, c'est 9 millions de cigarettes illégales qui ont été saisies. Alors, il y a un grand problème pour les buralistes, bien évidemment, puisque c'est notre métier, c'est notre rôle, c'est notre traité de gérance avec l'État, mais c'est aussi mettre un coup de canif à toute ambition de santé publique, parce que je rappelle que depuis des années, on nous assène le prix du tabac, c'est le meilleur moyen pour c'est une désincitation, voilà. Donc aujourd'hui, vous avez juste... C'est le contraire. Et donc finalement, cette désincitation, Philippe Coy, c'est une des raisons principales qui provoque la contrebande finalement, parce que les paquets sont trop chers, quoi. Et bien évidemment, et c'est ce que l'on dit à longueur de journée, qu'on essaye de dire, et que j'aimerais dire dans les prochains jours au nouveau ministre de la Santé, attention, le prix n'est pas un outil dissuasif, puisqu'aujourd'hui, vous avez créé le marché parallèle, ce qui fait qu'en plus, en période d'inflation, on commençait l'antenne en disant il y a moins de consommation, les consommateurs arbitrent, les consommateurs choisissent. Et quand à la sortie du métro, sur Internet, sur une application WhatsApp, ou Snapchat, vous avez du tabac à disposition à 50% moins cher, le consommateur fait il va aller l'acheter forcément. Il ne fait pas l'arbitrage le plus légal, mais il choisit de consommer ce tabac qui est la consommation du tabac est légale, même si le mode de consommation, de commercialisation, lui, est illégal. Donc voilà la conséquence d'un prix trop élevé, et je le dis, et c'est très intéressant aujourd'hui, puisque à la rentrée, il y aura forcément le projet de loi de finances de la sécurité sociale en débat à l'Assemblée nationale. Je dis stop aux hausses répétées du prix du tabac qui ont créé simplement cet appel d'air au marché parallèle, à la contrebande, à la contrefaçon
et à la mafia. Alors justement, Philippe Coy, vous parlez de l'expérience sur Internet et sur les réseaux qui permettent d'accéder à des cigarettes de contrebande moins chères. Justement, Francis Palombi, ces technologies émergentes, elles transforment les chaînes d'approvisionnement, elles transforment l'acte d'achat aussi, tout simplement. Il y a la blockchain aussi, qui est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est mise en place, qui n'est pas accessible pour tout le monde par rapport au site du e-commerce, etc. Comment est-ce que les commerçants justement qui sont des petits commerçants peuvent avoir accès à cette transformation de manière à eux aussi avoir leur part du gâteau tout simplement? C'est compliqué parce que le système n'est pas le même par rapport aux grosses entreprises et aux très petites entreprises du commerce. Donc le modèle économique est tellement différent que pour qu'il y ait un accès des plus petits à ce type d'évolution, il faut quand même le concours des pouvoirs publics. C'est-à-dire comment peuvent-ils les aider? Oui. Ils peuvent les aider en rendant une forme de réglementation, un cadre, un encadrement, un cadre. Vous voyez, les pure players ont accès à des moyens d'installation facilement, ils ne paient pas la TASCOM, ils ne paient pas des taxes, et on est en train, avec l'Europe, je compte beaucoup sur l'Europe, pour légaliser, encadrer, réformer, afin que tout le monde puisse s'y retrouver, et que ce ne soit pas que l'apanage des grosses entreprises. Oui, à vous écouter d'ailleurs, Francis Palombi, souvent vous faites référence à l'Europe, vous appelez à l'Europe. Pour vous, c'est vraiment un atout pour les commerçants que vous représentez, ce marché européen? C'est un atout dans le sens où, j'en ai parlé pour les pure players à l'instant, c'est un moyen de contraindre, de légaliser davantage, c'est un moyen d'encadrer ces grosses sociétés mondiales. Et ça permet, quelque part, ça bénéficie, il y a quand même des retombées vers les plus petits si la réglementation est plus ferme. Si la réglementation fonctionne. Mais voilà. C'est pour ça que je vous ai quand même dit... Et si elle est appliquée aussi. Si elle est appliquée, Philippe Coy l'a dit par rapport à des contrôles massifs qui ont quand même donné des résultats. Et là, c'est pareil. Je pense que le commerce est en pleine réforme. Le commerce a évolué. Le commerce n'est plus celui d'avant. C'est pour cette raison que ce soit les soldes, que ce soit de tout autre sujet, il faut vraiment que des nouvelles actions, des nouvelles pratiques émergent avec le concours des pouvoirs publics de l'Europe pour que tout le monde soit traité presque à la même enseigne. Philippe Coy, est-ce que ça ne serait pas une solution pour les buralistes justement et pour contrer la contrebande de pouvoir faire du e-commerce tout simplement? Est-ce que c'est une solution qui est envisageable sur les cigarettes en France? En tous les cas, je ne le souhaite pas et la réglementation européenne l'interdit. Parce que nous sommes un réseau physique, nous devons aussi être vigilants à la distribution de ce produit puisqu'il ne doit pas être accessible à des mineurs. Donc là, je pense que ce n'est pas une chose envisageable pour nous. Par contre, quand on est buraliste, on est commerçant d'utilité locale et on peut bien évidemment continuer à faire du commerce sur d'autres segments de l'offre qui est en évolution chez les buralistes. Et c'est là aussi l'évolution. Écouter nos consommateurs, écouter nos territoires, être peut-être dans un commerce digital. Je pense qu'il est nécessaire de repenser le mode de consommation en fonction aussi des usages. Et un usage a été bouleversé depuis, je dirais, la crise sanitaire. La consommation n'est pas la même, la mobilité n'est pas la même, ne serait-ce que par le télétravail. Donc il est urgent et nécessaire pour l'ensemble de la chaîne du commerce, et c'est ce que nous faisons dans le plan de transformation des buralistes, de nous adapter aux territoires, aux quartiers, aux villes, aux villages, c'est-à-dire tout simplement aux consommateurs d'aujourd'hui et de demain, pour répondre à leur mode de consommation et également aux produits qu'ils souhaitent trouver. Je crois au Made in France, je crois aux produits de proximité. Ils ont su le démontrer, ces consommateurs, à l'occasion de la période Covid, du confinement, de retrouver des produits de qualité. Alors, votre débat, c'est de savoir si on achète à l'autre bout du monde pour avoir un produit moins cher aux consommateurs. Vous avez commencé cette émission en parlant des soldes. À un moment, il faut être juste logique. Un produit, il a un prix, il a un effort de production, et si on le veut sur le territoire français, il faut que chacun accepte de payer peut-être à peine un peu plus cher, mais un produit de qualité. Le juste prix, sans paraphraser qui que ce soit.
Le juste prix. Voilà. Le Merci. Écologique. Vous restez avec nous, on continue cette discussion. Hein. On a encore un bon petit quart d'heure ensemble, chers auditeurs. Vous restez là, vous nous appelez 0826 300 300. On attend vos réactions. Les entrepreneurs le mercredi. Bel Air. Quelles sont les tendances du commerce? Comment ça se passe pour nos commerçants? Le monde évolue, ouais. Tout change, madame. Mais on a quelques pistes justement ce soir. Vous restez le même en tout cas. J'essaie, on essaye de ne pas bouger, chère Judith Belair. 0826 300 300, vous n'hésitez pas à réagir à cet excellent débat. Nous avons deux auditeurs. En toute modestie, hein. Voilà. Deux auditeurs qui vont réagir. Hein. Vanessa du Gers, qui nous appelle du Gers. J'aime bien le Gers. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Judith. Bonsoir. Et puis on a Pierre aussi, du Nord, qui nous appelle dans le Nord. Alors vous êtes où dans le Nord? Voilà, là l'opposé. On a le Sud et le Nord. Je suis en vacances dans le Nord, parce que dans le Sud il fait trop chaud. Pierre, vous êtes là? Oui, je vous entends. Oui. Alors vous êtes du Nord ou vous êtes en vacances dans le Nord? Non, j'habite dans le Nord. Vous êtes où dans le Nord? Parce que Frédéric Brindel, il aime bien la géographie. Ah oui, c'est très important. Alors j'habite à Douai. À Douai. Et est-ce que vous l'êtes? De Douai? Alors, non, Douai, elle n'a pas compris, Judith. Je suis un peu blonde parfois, excusez-moi. Non, j'essaie d'être doué de temps en temps. Mais vous allez nous le prouver, Pierre, en tout cas. Bon, allez, au fil des années, le commerce a subi d'importants changements et d'évolutions. On a pu le constater avec nos invités, et notamment avec le Covid qui a refaçonné les habitudes de consommation des Français. L'essor du commerce électronique, l'exigence montante des critères d'achat, tout le paysage des consommateurs comme des vendeurs change à une vitesse à fond vertigineuse. Quelles sont donc les grandes tendances? Nous allons modestement toujours essayer de répondre à cette question. Parlez pour vous, Frédéric. Alors, justement, on va commencer par nos auditeurs. Vanessa et Pierre, je crois que vous n'êtes pas très d'accord l'un et l'autre, donc ça m'intéressait de vous confronter un peu ce soir. On commence par Vanessa. Voilà, Vanessa, vous êtes du genre anti-internet, vous aimez le contact humain et puis vous aimez favoriser l'emploi des salariés en physique. C'est ça votre manière d'acheter? Tout à fait, je préfère avoir un bon conseil, un contact physique. Au moins, je peux essayer sur place, par exemple si c'est pour des vêtements ou si c'est pour de l'alimentaire, avoir le conseil. J'aime bien aller chez les petits producteurs locaux, voilà, avoir de bons petits conseils qui sont pratiques quand c'est l'alimentaire, parce que des fois on a de bonnes recettes de cuisine en même temps, voilà. Ouais, c'est humain, quoi. Voilà, c'est l'échange humain. Donc Amazon, vous, pas du tout, alors? Ah non. Pour ne pas leur faire de pub. Non, je suis anti, tout, pas que. D'accord. Les autres aussi. Tous les sites de e-commerce, quoi. Bon, oui, tout à fait. Alors vous, Pierre, c'est l'inverse. À part la nourriture, vous faites 100% votre shopping sur Internet, pour le pro, pour le perso. Vous êtes content parce que vous y trouvez des prix. Peut-être, s'il en a besoin. Voilà, peut-être des pieds éventuellement si vous en avez besoin. Ouais. Pas cher, les pieds, voilà. Grosso modo, c'est votre manière de fonctionner, quoi, de consommer, Pierre. Exactement. C'est vrai qu'alors voilà, pour tout ce qui est alimentation, tout ça, j'ai vraiment mes petits producteurs locaux, ou alors des petits magasins que je connais, voilà, pour toute la partie nourriture. Par contre, pour tous les besoins, que ce soit pour le pro ou pour le privé, je passe beaucoup de temps, par les réseaux. Alors, donc vous achetez vos vêtements aussi en ligne, etc. Alors les vêtements, non. Ça, les vêtements, qu'est-ce que vous achetez en ligne? Faut les essayer quand même, les vêtements. Ouais, bah si. Voilà, c'est ça. Voilà, les vêtements, ça je les prends. Après, je consomme très peu de vêtements. Donc voilà, vous portez peu de vêtements. Pardon. Vous êtes naturiste, Pierre, à Douai? Non, je suis vrai que je fais attention à mes amis, donc voilà. Exemple de ce que vous achetez par correspondance, donc. Alors, ça peut être vraiment tout ce que je peux avoir besoin de l'outillage, par exemple pour le travail, ou alors je dirais pour les besoins, alors ça peut être des ventilateurs, voilà, il y a un peu besoin en ce moment. Ça peut être tout ce que j'ai besoin pour la pêche, par exemple, parce que je suis aussi pêcheur. Je passe tout par Internet. D'accord. Alors, je vais essayer juste de faire changer peut-être Vanessa pour un petit point. Derrière, pour ne pas les citer, Amazon, il y a également beaucoup de petits vendeurs. Donc ce sont des gens qui sont indépendants et qui vendent sur Amazon. Ils se servent de la plateforme d'Amazon. Donc il ne faut pas mettre Amazon pour ne pas leur faire de pub, mais c'est vraiment comment dire, pas tout mettre dans le même sac. Il y a derrière Amazon, il y a des vendeurs particuliers. Pour vous donner un exemple, l'ex-compagnon de ma femme, en fait, est un vendeur Amazon.
Et en fait, il achète des produits qu'il fait venir ou qu'il fait fabriquer et ensuite qu'il revend sur Amazon. Et lui, en fait, vit aussi de ça, grâce à Amazon. D'accord. Et gagne bien sa vie ? Il gagne très très bien sa vie. D'accord. Très bien. Bon. Et c'est du... Alors, Francis Palombi, je vais rebondir sur ce que vous dites, hein, Pierre. Francis Palombi, quand même, par rapport au commerce physique, hein, selon l'étude Shopify Plus Merchants, 35% des commerces depuis le Covid témoignent d'une baisse de leur panier moyen et 50% ont vu diminuer le trafic sur leur site internet ainsi que leur taux de conversion. Les consommateurs, ils semblent acheter moins souvent et puis ils cherchent des produits moins coûteux. Donc en fait, ils ont l'impression qu'ils vont trouver, les bons produits, la perle rare. Merci Frédéric, sur Internet. Alors attendez, j'ai posé la question à Francis Palombi, Pierre. Par rapport à l'auditeur qui vient de s'exprimer, je tempérerai un peu ses ardeurs quand même, parce que d'abord, votre membre de la famille ou la personne que vous connaissez qui vend sur Internet ses produits, il est soumis quand même à une taxe de 15 à 20%. Donc, il est quand même assujetti à des règles que lui impose Amazon. Alors, je pense que la directive le rapport France Stratégie a bien expliqué que si on ne maîtrise pas ce e-commerce, on va à la catastrophe par rapport à un déséquilibre entre le commerce physique et le commerce numérique. Mais je rappellerai également à ce monsieur que quand le Covid a sévi, malheureusement sur tout le pays, quand il y a eu des fermetures obligatoires de la part de l'État et quand il y a eu des réouvertures après le confinement, on s'est rendu compte, j'étais moi après le deuxième confinement dans une ville qui s'appelle Nantes, les consommateurs faisaient la queue devant le magasin. Alors moi, je considère, un peu comme la dame l'a expliqué, qu'au contraire, on ne peut pas tout acheter d'ailleurs sur Internet. La preuve, l'équipement de la personne, il faut essayer. Oui, ça déjà... Et le lien social, cher monsieur, il est indispensable. Si vous imaginez que tous nos achats devaient passer par Internet, vous croyez que les villes ne deviendraient pas des mouroirs ? Je pense que c'est pas pensable et ça se régulera de soi-même. C'est ça que vous nous dites. Ouais. Alors Philippe Coy, justement, ça m'intéresserait de savoir aussi, on sait qu'il y a une dictature de la notation aussi sur Internet, sur Google, sur TripAdvisor, etc. etc. Ah oui, laissez un commentaire. Voilà, il faut laisser des commentaires. Vous en laissez, vous, des fois, non ? Pas très souvent. Oui, moi non plus. À part si je suis vraiment fâchée, quoi. Oui, je me demande qui. J'ai eu une très très mauvaise expérience. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça fonctionne pour les buralistes, ça aussi ? Parce qu'on sait que les buralistes, ils sont aussi souvent, ils ont des cafés. Bon, est-ce qu'ils sont notés ? Est-ce qu'ils en souffrent ? Est-ce qu'ils sont sous le coup de cette dictature de la notation, justement ? Alors, comme tous les commerçants, puisque avec les outils numériques, notamment Google My Business, il est nécessaire d'être présent sur la toile. Et nous sommes aussi exposés à des notations. Et je crois que, bien évidemment, c'est un outil qu'il faut appréhender pour accompagner, corriger. Le débat que vous portez me rappelle un débat d'il y a plusieurs années qui était opposé le centre-ville aux centres commerciaux extérieurs. Je crois qu'en définitive, c'est ni nous, autour de cette discussion, qui pouvons choisir. C'est le consommateur. Et ce que je me dis, moi, en tant que commerçant, à la tête même de 23 300 établissements, c'est que nous devons accompagner les usages de consommation. En maintenant la valeur ajoutée qui est le lien social. Et quand on est commerçant d'utilité locale, comme le buraliste l'est, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Le consommateur a besoin de proximité, mais le besoin, il est différent au cours de la journée. Vous pouvez avoir un achat d'impulsion rapide, et vous le faites sur du digital, mais vous avez aussi besoin de ce contact physique. Et puis je rappelle que quand vous achetez sur Internet, vous avez toujours besoin d'un point de contact physique, ce qu'on appelle le dernier kilomètre pour récupérer votre colis. Parce que c'est bien beau d'être insomniaque et d'acheter à 2h du matin sur... Il y a une livraison. Ça n'arrive pas une heure après, au milieu de la nuit. Vous devez être à la maison. Ouais. Mais le relais commerçant pour récupérer ses colis, c'est aussi souvent le buraliste, puis il y a plus de 8000 buralistes en France, qui sont ces points de relais. Alors, il faut conjuguer le besoin de la consommation, les attentes des consommateurs, et nous, commerçants, à nous adapter
s'adapter à ces nouvelles technologies. Il faut les encadrer. Je suis d'accord avec Francis Palombi parce que les dérives sont nombreuses. Mais lutter contre, je pense que c'est une peine perdue. Il faut appréhender, et c'est le rôle aussi des chambres de commerce, de former le commerçant indépendant à ses pratiques, à ses usages, à la notoriété sur le digital. Après, il y a une réalité, et c'est très intéressant parce qu'on a Vanessa de Pérusse-Vieille dans le Gers, c'est plutôt campagne, et puis on a Pierre de Douai, c'est plutôt ville. Aujourd'hui, quand on veut aller voir le commerçant, qu'on doit aller dans le centre-ville, c'est toute une galère parce qu'on paye le parking en plus, parce que l'accès est de plus en plus difficile. Donc le centre-ville avec le commerçant de proximité, oui, mais c'est de plus en plus inaccessible. Vous en avez conscience quand même, Francis Palombi? Écoutez, oui, ce sont des critères incontournables. Il y a des difficultés, les parkings sont chers, l'accès des villes n'est pas toujours facile. Et de toute manière, il va y avoir là aussi une évolution, parce que les centres-villes vont se réformer. Et vous le savez, par rapport à des zones écologiques où il n'y aura pas de voitures. Les ZFE. Les ZFE. Et les ZFE ne vont pas être que contraires pour les... Bon, la mise en adaptation, l'adaptation des ZFE est peut-être douloureuse, il ne faut pas le faire tout de suite, il faut le faire d'une manière progressive, mais les ZFE vont raviver ce lien, concentrer ce lien social avec des commerçants sur des zones où ils seront là pour faire leur travail de proximité, comme l'a dit Philippe Coy. Donc, dans toutes ces évolutions, il y a quand même du bien. Et il y a aussi un truc qui change, Francis Palombi, c'est l'exigence des clients, en fait. Parce que, vu qu'ils ont accès à beaucoup de choses maintenant, ils sont d'autant plus exigeants déjà sur la qualité des produits, sur l'expérience qu'ils vont avoir dans le magasin, etc. Donc c'est la barre qui monte, en fait, par rapport aussi à la présentation du commerçant, à la manière dont il va accueillir son client, aux produits qu'il propose, etc. Avec son magasin, il faut que le magasin soit beau, accueillant, il faut qu'il soit circulant. Ouais. Oui. Qu'on soit sympathique avec le client aussi. Voilà. Et alors il y a aussi l'effet des consommateurs qui ont vu un produit sur les réseaux et qui vont aller se l'acheter parce qu'ils l'ont vu. Donc il faut aussi savoir se servir des réseaux sociaux aujourd'hui quand on est commerçant. Pourquoi pas? C'est une forme, vous avez raison madame, vous êtes une dame. Et je m'appelle Judith. Mais Judith a le sens du commerce. En fait c'est vrai parce que moi je suis nul en commerce, mais moi je suis un artiste. Mais moi je suis une consommatrice très assidue. Vous êtes très logique, c'est vrai que c'est pas un mal que le consommateur déambule sur la toile et que finalement il déambule à 2 heures du matin, mais le lendemain il peut avoir le plaisir d'aller acheter dans sa boutique. Vous avez raison madame, c'est un argument pas... C'est important quand même. C'est très important. Philippe Coy, on a la même exigence en fait par rapport aux gens qui consomment dans les buralistes ou pas du tout finalement? Écoutez, quand on vend du tabac, on est aussi diffuseur de presse, distributeur de jeux, et on pourrait se poser la question avec la presse. Est-ce que la presse aujourd'hui elle est consommable uniquement sur la toile et le digital, ou vous préférez avoir une bonne revue, l'odeur du papier pour vous informer? Est-ce qu'on s'abîme les yeux en regardant sur ordinateur ou pas, par exemple? Voilà, c'est ça. À mon avis, très certainement, mais là-dessus, il faut être vigilant, il faut savoir lire ce que les consommateurs attendent de nous, répondre à leurs attentes, et même quand on est buraliste, nous pouvons être présents sur la toile pour la diversité de l'offre dans le point de vente, ne serait-ce que ne seulement donner nos horaires d'ouverture. Quand vous êtes dans une ville, vous cherchez un service, être présent sur la toile est une nécessité pour tous les commerçants. Allez, merci messieurs. Faire du commerce. Merci beaucoup. Et vous avez du bon tabac dans votre tabatière donc.